14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Notre fille a été tuée de la façon que vous savez. Il s'est passé quelque chose. C'est pas juste la faute à pas de chance. Dites-moi, est-ce que quiconque peut croire que c'est la faute à pas de chance? On ne cherche pas à savoir si c'est Pierre, Paul ou Jacques, mais on veut savoir ce qui s'est passé, oui. Bonjour, c'était il y a exactement 10 ans, le 16 novembre 2011, Agnès Marin, collégienne de 13 ans, était violée, frappée, poignardée, brûlée par Mathieu, 17 ans, un autre élève qui fréquentait le même établissement au Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire. La France entière va alors apprendre, éberluée, que ce crime barbare aurait sans doute pu évité. Malgré sa jeunesse, Mathieu avait déjà été arrêté pour un viol au contour identique, emprisonné et très rapidement relâché. Le psychiatre qui l'avait examiné l'avait jugé alors inoffensif. L'affaire Agnès Marin va ainsi devenir le scandale Agnès Marin. Pourquoi le risque de récidive n'a-t-il pas été détecté à l'époque par le psychiatre qui s'occupait de Mathieu? Pourquoi le suivi judiciaire n'a-t-il pas été plus strict? La direction du collège d'Agnès connaissait-elle le lourd passé de cet adolescent difficile? Après l'assassinat, Mathieu sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, fait rarissime pour un mineur. Reste un terrible sentiment d'échec. Pourquoi autant d'erreurs? Question que nous allons poser à nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort d'Agnès Marin à l'automne 2011. Cette adolescente de 13 ans est signalée absente du collège où elle est interne. Une disparition qui va cacher un terrifiant assassinat. Ce mercredi 16 novembre 2011, Agnès Marin, interne au collège Sévenol du Chambon-sur-Lignon, à une quarantaine de kilomètres du Puy-en-Velay, est signalée absente à l'étude de l'après-midi. Les pensionnaires de cet établissement ont eu une journée libre, mais Agnès, élève de 3e, n'est pas rentrée. La direction ne s'inquiète pas outre mesure. Il arrive qu'au Sévenol, collège sans mur d'enceinte et où la surveillance est loin d'être rigide, il arrive que certains pensionnaires s'octroient quelques heures de liberté supplémentaires. Agnès Marin, une Parisienne, est arrivée au début de l'année. Elle a du caractère, mais n'est pas forcément une fille difficile. Ses parents l'ont placée à l'internat pour lui éviter les mauvaises fréquentations qui, dans la capitale, avaient gâché sa scolarité. À l'annonce de la disparition, certains de ses camarades sont immédiatement partis à sa recherche, arpentant les 15 hectares qui entourent le collège. Pas d'Agnès dans le coin. Personne non plus ne l'a aperçue au Play, un café, rendez-vous de la jeunesse locale. L'alerte est donnée à 20h30. Dans la nuit, les gendarmes entreprennent un premier ratissage des lieux. Jeudi 17 novembre, au lendemain de la disparition, la gendarmerie lance un avis de recherche pour tenter de retrouver Agnès Marin, 1m65, cheveux longs et châtains. Ses parents, Frédéric et Paola Marin, sont arrivés de Paris. On est fou d'inquiétude, mais on doit espérer. Elle est quelque part, elle s'est pas volatilisée. Elle n'a pas disparu dans la nature. Elle est quelque part, seule ou avec quelqu'un. Est-ce qu'elle a fait une mauvaise rencontre? Qu'est-ce qui lui est arrivé? On a besoin de retrouver sa trace. On est mortifié, mais on veut croire. On doit croire. La mère de la disparue ajoute: Agnès est quelquefois un peu rebelle, elle part quelque temps chez des copines, mais à chaque fois, elle nous prévient. Une équipe d'enquêteurs procède à de nombreuses auditions parmi les élèves, les responsables de l'encadrement et la direction du Sévenol. Difficile d'établir l'emploi du temps de la disparue, le mercredi, et même de savoir comment celle-ci était habillée. Chacun semble avoir son avis. La collégienne n'a pas pris son manteau, elle serait partie pour aller faire une course au village, pour les uns, pour un rendez-vous, selon les autres. Sur le terrain, les 150 gendarmes rentrent bredouille, alors qu'au collège, leurs collègues s'intéressent à un pensionnaire. Mathieu M, 17 ans, élève en première STG, sciences et technologies, originaire du Gard, lui aussi interne. Il se serait disputé avec Agnès Marin, il porte des traces de griffures sur le visage, il est déjà connu de la justice, il est placé en garde à vue. Vendredi 18 novembre, Mathieu M avoue avoir tué Agnès Marin. Il explique avoir emprunté avec elle, mercredi dans la matinée, un chemin caillouteux et boueux en direction d'une forêt avoisinante. Il a dit à la jeune fille qu'il avait trouvé à cet endroit des champignons hallucinogènes. Ils ont longé une voie ferrée
parcouru 3 km environ. Guidés par Mathieu, les gendarmes ne découvrent qu'à la nuit tombée cet endroit escarpé, cerné par un bois de conifères. Le corps de l'adolescente est là, en grande partie calciné. Elle a été bâillonnée, violée, après avoir été attachée à un arbre avec des cordelettes en nylon. L'autopsie dénombre 17 plaies à l'arme blanche, un couteau. Mathieu précisera plus tard avoir embrasé le corps avec de l'essence à briquet. Il indiquera également « J'ai eu la petite voix dans ma tête. J'ai pris du plaisir sur le coup. Pour moi, elle n'existait plus. Je ne pensais pas à elle. » Le profil de Mathieu M va se préciser. Il était effectivement connu de la justice. Il avait récemment violé une adolescente de la même façon qu'Agnès. La question ne va cesser de hanter la famille de la victime. La place de ce jeune homme était-elle dans ce collège ? 15 mois avant l'assassinat d'Agnès, dimanche 1er août 2010, Mathieu M est passé une première fois à l'acte. Un premier viol avec arme, séquestration et préméditation alors qu'il n'a alors que 15 ans. Ce jour-là, près de son village de Nage et Solorgue dans le Gard, l'adolescent attire à lui Julie, 15 ans, une ex-camarade de primaire. Il attache ses poignets à un arbre avec des lacets, la bâillonne et la viole notamment avec un godemiché. Mathieu M confessera que son intention était de la tuer. Julie est finalement libérée. On oublie tout et on reste potes comme avant, dit-il à sa victime qui ne va pas l'écouter et va se confier à ses parents. L'adolescent est arrêté, il avoue, dans l'attente de son procès, il est placé dans un centre de détention pour mineurs. Malgré la gravité de son acte, il en sort 3 mois plus tard. L'expert pédopsychiatre près la cour d'appel de Montpellier le considère comme inoffensif. Il considère dans son rapport que l'auteur, je cite, n'a pas de trouble à dimension perverse, n'est pas dangereux, n'a pas de trait à dimension délinquante, supprimer les jeux vidéo et le cannabis et tout ira bien, indique même le psychiatre aux parents de Mathieu. 26 novembre 2010, Mathieu quitte le centre de détention tout en restant mis en examen pour viol. On sait de lui que c'est un adolescent introverti qui a longtemps rêvé d'être militaire, qui fume trop de cigarettes et s'essaie aux drogues les plus diverses. Il décline encore une admiration pour le personnage d'Alex dans le film Orange Mécanique, un psychopathe ultra-violent qui ne laisse jamais transparaître la moindre émotion. Tout petit, Mathieu avait été diagnostiqué dyslexique, dyspraxique et dysorthographique, mais aucune pathologie mentale grave ou durable n'avait été décelée. Après le viol, les parents ont remué ciel et terre pour trouver un établissement scolaire pouvant accueillir leur fils. 17 collèges contactés, refus en chaîne. Dans leur lettre de candidature, les parents indiquent que leur fils a fait un séjour en prison sans dire précisément pourquoi. Des événements graves et pour nous stupéfiants l'ont amené à être mis en examen dans une affaire pénale, est-il mentionné. Le collège Cévenol est le seul à répondre favorablement. Au collège, le père de Mathieu rencontre le directeur Philippe Bowens qui se démène pour faire vivre une institution en perte de vitesse. Celle-ci ne compte qu'une 60aine d'élèves pour 200 places et les finances en ressentent. Tout nouveau candidat semble alors le bienvenu. Lors d'une confrontation qui sera organisée lors de l'enquête, le père de Mathieu affirmera avoir indiqué au directeur les raisons qui avaient valu à son fils un séjour carcéral, tout en précisant « Je n'ai pas employé les termes de viol, mais d'agression sexuelle. Il fallait que je sorte mon fils de là, moi, je ne suis pas psychiatre », ajoutera le papa. Pour le directeur, la justice remettait en liberté ce jeune homme, il ne représentait donc pas de danger. Fin novembre 2010, Mathieu rejoint le Cévenol en classe de première, STG. Mathieu M, collégien dont tout le monde ou presque ignore le passé criminel récent, intègre le Cévenol. Son attitude ne va pas passer inaperçue, mais sans toutefois attirer la curiosité des autorités qui ont pour charge le suivi de ce garçon qui va avoir bientôt 17 ans. Avril 2011, 5 mois après son entrée au collège du Chambon-sur-Lignon, Mathieu M fait la connaissance d'Agnès Marin, 4 ans de moins que lui. Une simple amitié entre l'adolescente, qui a du mal à accepter l'autorité mais évite de se faire remarquer à l'internat, et le collégien de seconde qui fait beaucoup parler de lui. Le 18 février 2011, il s'est fait attraper pour achat d'alcool et consommation dans l'établissement. À l'époque, il a déjà été convoqué pour un comportement jugé indécent. Il promenait sa petite amie, interne elle aussi, au bout d'une laisse en mimant une fellation.
Le 19 mai, Mathieu est surpris à la bibliothèque alors qu'il tente de télécharger une vidéo à caractère pédopornographique. Son père vient plaider sa cause pour éviter qu'il ne soit renvoyé. Il va redoubler la classe de première avec cette promesse faite lors d'un tête-à-tête avec le directeur. Je m'engage à changer radicalement mon comportement. L'éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ, qui ne visite l'établissement qu'une fois par an, n'est apparemment pas informée de ces incidents. Elle rencontre le directeur et son adjoint une quinzaine de minutes au mois de mars. La représentante fait confiance aux parents pour accompagner leur enfant. Les parents, eux, comptent sur l'établissement. Du coup, personne n'a véritablement l'œil sur Mathieu, un cas pourtant hautement sensible. Ce dernier a en tout et pour tout 2 rendez-vous au Puy-en-Velay avec une pédopsychiatre lituanienne qui ne parle que quelques mots de français. Il rencontre ensuite un psychothérapeute qui n'a en fait jamais obtenu son diplôme. C'est pourtant ce professionnel débutant qui adresse les attestations de suivi au juge. On s'en contente. La présence des parents du collégien est considérée comme suffisamment rassurante. On ne s'interroge plus sur la dangerosité potentielle d'un collégien quasiment livré à lui-même et à ses fantasmes meurtriers. Après 2 ans d'enquête, au cours desquels Mathieu M. va raconter dans le détail l'assassinat d'Agnès, le collégien va être traduit devant une cour d'assises. Il ne veut pas être le seul accusé, procès qui va également être celui de la faillite des institutions. Le 18 juin 2013 à 9h, Mathieu M. apparaît dans le box des accusés de la cour d'assises des mineurs de Haute-Loire, au Puy-en-Velay. Un jeune homme mince, de petite taille, désormais âgé de 19 ans, costume sombre et lunettes, la tête rentrée dans les épaules. Il est jugé pour l'assassinat d'Agnès Marin, mais également pour un précédent viol, celui de Julie. La famille d'Agnès voulait un procès public. La seule chose qu'il leur reste, c'est ce qui est arrivé à leur fille puisse servir à d'autres, indique leur avocat. Mais le procès va finalement se tenir à huis clos à la demande de la première victime, Julie, et des avocates de l'accusé. Hormis la cour, les avocats et les familles, personne ne va voir le visage d'un accusé qui, lors de l'instruction, indiquait « Je détruis tout autour de moi, je ne sais pas résister à mes pulsions ». 2 demi-journées de débat public consacrées aux responsabilités des uns et des autres jettent une lumière crue sur le fonctionnement bancal des institutions. Aucun signal d'alerte n'a été détecté ou voulu être détecté. Après le premier viol, celui de Julie, alors qu'on lui demandait s'il pouvait repasser à l'acte, Mathieu avait eu cette réponse « Je ne crois pas avoir le cran ». Enfin, le courage. Devant la cour, le malaise est palpable. Un psy qui assurait après le premier viol que Mathieu était inoffensif. Une juge qui n'attend pas le rapport pour le libérer. Une éducatrice qui manque de vigilance, etc., etc. Un florilège abject de dysfonctionnement et de lâcheté s'emporte alors le père d'Agnès, Frédéric Marin. Jean-Louis Domat, ex-directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, concède qu'il n'y avait pas d'urgence à libérer Mathieu, reconnaît des faiblesses, mais pas de faute. Vendredi 18 juin, 21h, la cour condamne Mathieu M. à la perpétuité. Les avocates de Mathieu M. vont faire appel du verdict. Il y aura donc un deuxième procès. La famille d'Agnès Marin, effarée par l'absence de contrôle des autorités, va elle demander des comptes. Le 29 septembre 2014, 1 an après le premier procès, Mathieu comparaît devant la cour d'assises des mineurs du Puy-de-Dôme. Les audiences se tiennent à nouveau à huis clos. Au premier jour, quand le président lui demande pourquoi il a fait appel, l'accusé répond « J'accepte la perpétuité, mais je voudrais une obligation de soins ». Le 10 octobre, Mathieu M. est à nouveau condamné à la perpétuité. Ses parents sont satisfaits que le verdict soit accompagné d'une obligation de soins, une garantie que l'État veillera sur lui, s'accorde-t-il à dire. Il renonce au pourvoi en cassation. Mathieu M. sera incarcéré à la centrale d'Insisheim, en Alsace, réservée aux longues peines. La famille d'Agnès Marin, elle, va avoir bien du mal à se relever de cette épreuve. La mort d'une enfant et la certitude que ce drame aurait pu être évité. Les Marins vont alors demander des comptes, exiger notamment la radiation du psychothérapeute qui avait permis à Mathieu de retrouver une rapide liberté après le premier viol. Et ils vont également attaquer l'État. Le 24 avril 2017, l'État est ainsi condamné
pour négligence fautive assimilable à une faute lourde, à savoir la remise en liberté trop rapide du meurtrier et son placement inapproprié dans un collège mixte. L'État a dû verser une indemnisation de 185 000 € à la famille. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Sur RTL, c'est déjà Noël. Retrouvez les plus belles chansons de Noël sur la web radio de Noël de RTL. La web radio de Noël de RTL est disponible sur l'appli RTL et RTL.fr.